Et alors, cette sélection, quelle est-elle? Eh ben, on va déjà commencer par un petit combo gagnant entre la Bourgogne et le Beaujolais. Et notamment avec la cuvée Champerdry du domaine Font-Moiroux, qui est un vin d'appellation Bourgogne régionale, millésimé 2022, et c'est donc un 100% Pinot Noir que je vous sors à seulement 11,95 €. Alors, un Bourgogne régional à 11,95 €, vous êtes peut-être en train de vous demander, mais mon Dieu, quelle est cette espèce d'immense sorcellerie? Eh ben, en fait, le plot twist est assez simple, c'est-à-dire que les vignes proviennent de la Grande Bourgogne, c'est-à-dire le secteur des Pierres Dorées dans le Beaujolais. Oui, on peut faire des pinots noirs d'appellation Bourgogne dans le Beaujolais, et ça n'a rien de sale. Et ça permet aussi accessoirement de sortir des super rapports prix-plaisir. Le secteur des Pierres Dorées fait quand même partie de ces secteurs qui ont une très belle réputation dans le Beaujolais, notamment sur la noblesse de leur sol argilo-calcaire, un cru 100% en blanc et même dans les cartons de l'INAO pour le Beaujolais. Un grand secteur argilo-calcaire qui est donc aussi adapté pour y planter des pinots noirs. Et à la dégustation, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, millésime 2022, qui a quand même été, on va pas se mentir, assez caniculaire dans la région, oblige, on se retrouve avec un nez très expressif dominé par la cerise marasca. Et je trouve aussi qu'il pinote pas mal. Alors, pinoter, c'est un adjectif qui est assez exclusif à ce grand cépage qu'est le pinot noir, et que l'on retrouve souvent sur les pinots noirs qui ont eu un peu de vieillissement, ou du moins qui rentrent dans une phase de leur vie qui est plus proche de la maturité que du début. Et on pourrait grosso modo en termes de dégustation le retranscrire par des notes de cerise à l'eau de vie, / de cerise kirschée, avec aussi un côté argile et sol forestier. Et c'est un arôme qui est quand même considéré comme plutôt noble au niveau des pinots noirs. Et avec l'ouverture, j'ai aussi trouvé qu'on pouvait retrouver des fines notes d'amandes fraîches et aussi de la mer et du café. En bouche, c'est droit, c'est gourmand, avec une matière juteuse, et ça garde quand même une certaine nervosité grâce à une acidité d'un beau peps. C'est un joli pinot noir d'apéritif et de plaisir, et dans un style assez simple. Et si je dis dans un style assez simple, c'est parce que je sais que avec les pinots noirs, du fait de certaines grandes quilles dans la Bourgogne, les gens ont toujours tendance à en avoir des attentes démesurées. Sauf que non, tous les pinots noirs ne peuvent pas toujours avoir la profondeur et la grandiloquence des terroirs iconiques de la Bourgogne. Donc voilà, il faut vraiment le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un petit pinot noir de Bourgogne de plaisir à 11,95, dans un style simple, juteux, avec des notes gourmandes de cerise, qui pinotent, quelques amers, et c'est déjà pas mal. Et à ce tarif-là, je me suis dit que c'était évidemment un indispensable de votre entrée. Plus au nord dans le Beaujolais, on part au Domaine des Chères, qui est piloté par Arnaud Bridet, avec son Saint-Amour Vieille Vigne 2023, qui a été juste, mais un coup de cœur absolu. Alors, Arnaud Bridet, vigneron au Domaine des Chères, j'en parlais déjà dans mon épisode de cépage sorcier consacré au Gamay, qui date de 2020 de souvenir, je crois que c'était pendant le confinement, et je l'évoquais très furtivement dans les valeurs sûres de la région. Sur le dernier salon BBB, bien boire en Beaujolais, je me rends en fin de journée pour déguster les vins, et là, énorme coup de cœur sur son Saint-Amour Vieille Vigne. Je pars le rencontrer à la propriété, je découvre déjà un garçon absolument adorable. Je redéguste l'ensemble de sa gamme, ça me confirme que par rapport au tarif auquel il sort ses vins, eh ben c'est des super rapports prix-plaisir. Mais mon petit chouchou dans sa gamme, on va pas se mentir, ça reste son Saint-Amour Vieille Vigne. À la dégustation, à l'ouverture, des notes de poivre gris. Et poivre gris, on en reparlera juste après, mais c'est un peu, à mon sens, l'une des marques olfactives de son millésime 2023. Du poivre gris, du végétal noble, de la cerise finement kirschée, et en fait beaucoup de fruits rouges. J'ai même noté dans la fiche de dégustation qu'il y avait un côté symphonie de fruits rouges. Mais plus qu'un nez déjà ultra séducteur, ce que j'ai vraiment adoré avec cette cuvée, c'est son palais. C'est satiné et soyeux avec une bouche d'une fine concentration et surtout avec une subtile sucrosité. Belle matière de fruits rouges légèrement surmûris. Ces tanins sont ronds et moelleux et vous emmèneront sur une finale gorgée de fruits rouges. C'est rond, c'est pulpeux, c'est gourmand, ça peut tout aussi bien se faire en apéritif que pour accompagner par exemple un plateau de charcuterie. Et pareil, à ce tarif-là, franchement, pour un cru de Saint-Amour, c'est un rapport prix-plaisir absolument dingue. J'ai aussi pris quelques bouteilles de son Julienas, j'en avais 60 mais au moment où je vous parle je crois qu'il en reste 44, quelque chose comme ça. Là on est dans un style diamétralement opposé, c'est assez fou. Autant sur le Saint-Amour comme je vous dis c'est rond, gourmand, soyeux, pulpeux etc. Autant son Julienas c'est tout sur la tension. Du moins beaucoup plus sur la tension et avec un nez de poivre gris mais plus. Franchement, à l'ouverture, je vous déconne pas, ça me rappelait certaines sauces au poivre que l'on utilise pour aller sur une pirade. Et avec aussi en même temps des notes un peu plus d'herbes séchées
et de cendre. Bref, là où le Saint-Amour est un vin que je décrirais comme plutôt horizontal, pour le Julienas, vous l'aurez compris, c'est un vin qui est beaucoup plus sur la verticalité. C'est assez à part et détonnant, même pour le Beaujolais, c'est à mon humble sens un vin de connaisseur, mais voilà, si vous êtes un peu joueur, pareil, ça reste un rapport prix-plaisir absolument fou. Encore plus d'honneur de Saint-Amour, on part à Pirclos, au domaine Coteaux des Margots, pour vous représenter l'iconique, emblématique et mirifique cuvée la Picole. Bon alors, est-ce qu'il faut encore que je vous présente le domaine Coteaux des Margots? Chaque année, je vous présente minimum 2 cuvées. J'en avais parlé dans le tout premier épisode de J'irai trinquer chez vous. Donc, je vous laisse vous référer à cet épisode pour en savoir plus. La Picole, je sais plus si c'est le 3e ou le 4e millésime que je vous présente, mais c'est devenu aujourd'hui le best-seller de la Vintage Company. C'est de tête le vin blanc que j'ai le plus vendu. Pourquoi ? Eh bah parce que c'est bon. La Picole, c'est vraiment la cuvée de bar à vin et la cuvée plaisir du domaine Coteaux des Margots. Et je dirais que à l'instant T, par rapport à un millésime comme 2022 que j'avais déjà vendu l'année dernière, je trouve qu'on est peut-être un peu plus sur la gourmandise et la rondeur que les années précédentes. Avec un nez dominé par la pêche jaune et blanche finement veloutée, ainsi que les agrumes qui restent quand même la marque de fabrique de cette cuvée, et notamment avec la pureté de ces notes de citron vert que j'ai toujours beaucoup aimé sur ce vin. Et il y a toujours ce côté calcaire crayeux qui est assez proéminent, je trouve, sur ce millésime 2023. La bouche est saline et salivante et vous emmènera sur une finale avec une fine amertume que j'apprécie à titre personnel beaucoup. Et avec l'ouverture, j'ai trouvé qu'il y avait même des notes de vanille bourbon ainsi que de sel marin qui sont apparues et qui vous emmèneront sur une finale d'une jolie structure. C'est là encore une nouvelle réussite pour le domaine et un rapport prix-plaisir franchement très cool pour un vin blanc de Bourgogne. Mais cette année, sur les blancs de la Grande Bourgogne, vous allez comprendre pourquoi, il y a quand même un nouveau challenger, puisque je vais vous présenter mon plus gros coup de cœur en blanc du salon Millésime Bio, avec le Clos de la Roche-Noire de chez Paco Vigneron. Paco Vigneron dont l'entrepôt est situé à Saint-Véran dans le sud de la Bourgogne, mais il possède aussi des vignes en Beaujolais, et cette cuvée est un Beaujolais blanc. Pourquoi est-ce mon plus gros coup de cœur du salon Millésime Bio? Alors, déjà j'ai beaucoup aimé la philosophie de Sébastien et de son frangin. Petit domaine à taille humaine, je crois qu'ils doivent avoir quelque chose comme 11 hectares, qui est situé à cheval entre le sud Bourgogne et le Beaujolais. Travaille tout en bio depuis le début, petite production, bref, c'est ma cam à 400%. Et ce Clos de la Roche-Noire, c'est apparemment un espèce de petit jardin, un espèce de petit écrin de verdure perdu au milieu du Beaujolais. Et à la dégustation, mais ça pète sur les notes de céréales, genre céréales plus, avec notamment l'orge, le blé doré et un côté popcorn, donc ce côté un peu maïs doré finement beurré quoi. On retrouvera aussi un côté floral ainsi que des notes de fruits à chair blanche. Au palais, j'ai été assez impressionné parce que certes, ça garde de la tension grâce à une très belle acidité, mais ça a aussi beaucoup de matière pour un chardonnay, avec notamment des amers finement iodés qui apportent une nouvelle dimension à sa finale. C'est un vrai vin de gastronomie qui pourra aussi se tenter à l'apéritif, mais je pense qu'il gagnera quand même plus à essayer d'être marié avec une cuisine de la mer. Par contre, attention, je n'en ai pas pris énormément. D'une, je n'ai pas pu en avoir autant que je voulais. De deux, c'est une appellation Beaujolais blanc, et même si ça reste un 100% chardonnay qui est très bien travaillé, bah malheureusement sur les internets, l'appellation ça peut toujours un peu freiner. Et de trois, c'est un vin non collé, non filtré et sans sulfite ajouté. Donc c'est un vin qui est plutôt fait dans une philosophie nature, et je sais que ça aussi ça peut toujours un peu effrayer. Et je sais que ça en rebutera certains, et d'un côté, bah tant mieux, ça en fera plus pour les autres. Voilà, si je vous ai dit que c'était mon plus gros coup de cœur millésime bio, c'est pas pour rien, mais au moins, voilà, j'ai mis tous les trigger warnings possibles, vous êtes avertis. J'ai aussi pris 60 bouteilles de sa cuvée Monsieur Jacques, qui est un Bourgogne blanc qui lui pour le coup ne s'inscrit pas dans une philosophie nature, dans un style un peu plus classique, 20-100% bio, hein. Et je dirais que la grande différence par rapport au Clos de Roche-Noire, c'est qu'on est encore plus sur la salinité et les agrumes. Oui, il y a toujours ce côté céréalier et fruits à chair blanche, mais là, c'est salinité plus, ainsi que le côté crayeux, et avec de la matière. Vin qui m'a beaucoup plu, évidemment, hein, sinon je ne vous l'aurais pas présenté, mais là, pour le coup, je le verrai pas forcément en apéritif, mais plus en accompagnement. Je verrai plutôt ça à poulet de Bresse à la crème, pour accompagner un plat avec beaucoup de gras et de plaisir. Et après la Grande Bourgogne, on part maintenant à Bordeaux, parce que oui, j'aime Bordeaux, hein, quoi qu'en diront les mauvaises langues. Et je vous représente une cuvée qui avait cartonné l'année dernière, qui est le Château Fleur Ursuline, un Saint-Émilion Grand Cru, qui vous est présenté sur le millésime 2019, et qui vous est proposé à seulement 16,95 €. C'est, désolé, je vais faire un peu mon TikToker, mais un espèce d'immense banger. Et je vais vous expliquer pourquoi.
Ce vin, c'est une tuerie parce que déjà, niveau terroir, il faut savoir que les vignes proviennent des terrasses de Figeac qui sont nichées entre Saint-Émilion et Pomerol et qui fait partie quand même des terroirs assez mythiques de l'appellation. Ce vin est l'œuvre de Mathieu Verhagueux. Désolé Mathieu si je me suis trompé sur ton nom de famille, mais il est pas facile à prononcer. Qui est le vigneron à la tête du château de la Forge Céleste, qui a un peu son petit bijou de pureté sur lequel il donne naissance à un Saint-Émilion que je trouve absolument bluffant, mais il sait aussi qu'il a une clientèle un peu plus conventionnelle, et c'est pour cela qu'il produit un Saint-Émilion Grand Cru, qui est la définition même de tout ce qu'on attend d'un Saint-Émilion Grand Cru. Je vous l'avais présenté l'année dernière sur le millésime 2018, et le vin, on sentait qu'il était dans une phase plutôt de maturité, et je vais pas dire proche de son apogée, mais voilà, on sentait qu'il était déjà dans cette phase où il était bon à boire maintenant. 2019, ce qui m'a impressionné, c'est que ça en a encore beaucoup sous la pédale. Au nez, un bouquet sensuel de fruits rouges, de mûres, de crème de cassis, de végétal noble, de violette et même d'une fine pointe de menthe. En bouche, c'est frais, c'est aérien et porté par une acidité d'une belle pureté. Et ouais, si 2018 était quand même plus dans un registre de plaisir et de gourmandise, là 2019 c'est tout en équilibre et en vibrance, et je me dis que clairement, vous pouvez le faire vieillir encore 5-7 ans qu'à mon avis il tremblera pas du menton. Enfin, je dois bien reconnaître que sa finale florale, épicée et finement croquante m'a totalement séduit. Ne serions-nous pas tout simplement devant le meilleur rapport prix-plaisir des Saint-Émilion Grand Cru en bio ? Eh ben franchement, la question mérite d'être posée et j'ai déjà ma réponse. Toujours à Bordeaux, parce qu'il paraît que j'aime pas Bordeaux. Le château Carré-Pouillac 2022, Bordeaux supérieur, qui est un 100% Merlot, là encore en bio, et ça vous est proposé de souvenir à 7,95 €. L'idée c'était de vous prouver que oui, aujourd'hui encore à Bordeaux et dans l'entre-deux-mer, on est capable de vous sortir de très jolis rapports prix-plaisir, et cette cuvée s'inscrit totalement dans cette philosophie. Par contre, je tiens quand même à vous préciser que, attention, même si c'est un 100% Merlot, ça a quand même des watts. Avec notamment un nez puissant de fruits noirs dominé par la cerise noire ++. Mais on trouvera aussi de l'encre, du végétal noble, de la ronce et même un côté finement musqué. En bouche, comme dit avant, même si c'est un 100% Merlot, il faut plutôt s'attendre à quelque chose de dense et avec des tanins présents mais fondus. C'est très structuré avec une acidité finement saline et c'est clairement un vin qui est destiné à un repas d'automne. Ne le tentez pas en apéritif, ça a besoin d'être accompagné, mais par contre, ce qu'il fait, il le fait très bien. Et comme il paraît que je n'aime toujours pas Bordeaux, eh bien j'ai décidé de vous présenter la cuvée Nuit Blanche 2023 du château l'Indécise, qui est un Bordeaux blanc. Alors le château l'Indécise, vous m'excuserez, mais je ne vais pas faire une présentation qui sera très développée, puisque j'en parlais déjà dans mon épisode consacré à la crise du Bordelais. C'est donc une petite ferme en polyculture de 9 hectares, avec des jachères tournantes, avec des brebis, avec des arbres fruitiers, et il y a 6 hectares de vignes. C'est dirigé par un jeune couple absolument adorable, et je les ai découverts sur Wine Paris, et plus précisément sur le stand de la Nouvelle Vague, qui présentait donc le renouveau des vignerons. Et si j'ai bien aimé leur gamme, je dois bien reconnaître que ce qui m'a vraiment conquis chez eux, c'est leur gamme de vins blancs. Et notamment avec cette cuvée Nuit Blanche qui m'a totalement conquise, alors que pourtant, comme je le dis, il y a 90% de Sauvignon blanc et je suis franchement pas le plus grand des amateurs de ce cépage. Donc c'est dire si ce n'est pas un mince exploit. Au nez, au tout début à l'ouverture, j'avais vraiment ce côté bourgeon de cassis ++ ainsi que fleur blanche. Par contre, dès qu'on lui donne un peu d'ouverture, on va clairement aller sur le registre de la mangue, du sel marin, de la pierre à fusil et même un peu de la banane et du miel d'acacia avec beaucoup plus d'ouverture. En bouche, c'est tout sur la droiture. C'est frais, c'est tendu et on retrouvera cette salinité ++ qui était déjà présente au niveau du nez avec ce côté iode marin, sel marin. Des notes de fruits blancs et d'agrumes citronnés vous emmèneront sur une finale salivante, aux superbes amers et avec beaucoup de longueur. Bref, je trouve vraiment que c'est une bête de rapport prix-plaisir à Bordeaux. Le souci, c'est que comme c'est du Bordeaux blanc issu de l'entre-deux-mer, j'avais un peu peur, je dois bien le reconnaître, que c'est du mal à se vendre. C'est pour ça que j'en ai pris que 120 bouteilles. Et c'est déjà très bien parti pour l'instant, donc voilà, je suis vraiment pas sûr qu'il y en aura pour tout le monde. Enfin, j'ai pris le Château l'Indécise blanc 2022, je crois, leur grande cuvée en blanc. Celui-là, honnêtement, je l'ai pas goûté parce que j'avais pris seulement 30 bouteilles. Mais de souvenirs sur salon, je vous dis, j'avais adoré la gamme de blanc et cette cuvée en faisait partie. Allez, après la Bourgogne et le Bordelais, on part maintenant dans la vallée du Rhône Nord et notamment chez Laurent Abrard avec sa cuvée Grand Classique 2022 qui est un Gros Hermitage. Et Laurent fait partie de ces vignerons que j'adore. Déjà, c'est un être humain absolument formidable qui s'est lancé tout en bio, qui a créé certaines cuvées dont l'intégralité des bénéfices
sont remis pour la création d'une réserve naturelle qui a un vrai engagement écologique. Par exemple, s'il n'y a pas de capsule là-dessus, c'est parce que la capsule n'étant plus obligatoire aujourd'hui, il considère que c'est du déchet pour rien et il se bat justement pour essayer de faire retirer les coiffes sur nombre de vins. Et en plus de ça, il produit des Gros Hermitage absolument sublimes. Et cette cuvée, pour information, vous est vendue au même tarif que Laurent. Si vous la trouvez moins chère que 21,50, ça veut dire que les autres cavistes ne respectent tout simplement pas les tarifs fixés par le vigneron. On est sur une cuvée qui est issue des 3 terroirs principaux de l'appellation Gros Hermitage, mais avec une grosse dominante de galets roulés, et avec certaines vignes qui sont âgées pour certaines de près de 70 ans. Le résultat de tout ça, c'est quoi? Et ça donnera un bouquet assez intense de fruits noirs, avec notamment un côté crème de fraises des bois. Mais vous retrouverez aussi de la réglisse, du chocolat, du poivre gris, du végétal noble plus, ou encore ce côté très fumé, lardé, musqué, qui pour moi est l'une des grandes marques des terroirs de Gros Hermitage. Pourtant au palais, franchement, c'est magnifique d'équilibre. J'avais un peu peur que ça soit un vin qui soit trop dans le surplus, dans la surconcentration, mais c'était bien mal connaître Laurent, puisqu'il y a vraiment cet alcool entre rondeur, alcool, acidité, chair et tanin droit et poudré. Alors oui, cette cuvée porte parfaitement son nom, c'est un grand classique, mais alors un classique parfaitement réalisé. Et à 21,50 pour un Gros Hermitage bio, je trouve que ça reste encore très bien placé. J'ai aussi pris une petite centaine de bouteilles de sa cuvée Marion, qui correspond en fait à, lors de l'élevage de sa cuvée Grand Classique, que je vous ai présenté juste avant, les meilleurs lots, il va les isoler et il va donner naissance à cette cuvée, donc on va dire c'est son Grand Classique, plus. On est sur le millésime 2020, donc 2 ans de vieillissement en plus, et ça se ressent parce que en termes de dégustation, je trouve vraiment que c'est un grand Gros Hermitage de dégustation. Au nez, c'est puissant et sanguin, avec des notes d'encre. De viande carnée aussi, il y avait un côté très barbecue de ronces ou encore de fruits des bois, et notamment avec la mûre. Au palais, oui, c'est opulent, mais ça garde une matière soyeuse et satinée. Avec des tanins qui sont parfaitement fondus et d'une très jolie patine. Et avec l'ouverture, j'ai retrouvé des notes dont je raffole sur les syrahs qui ont commencé un peu à vieillir, c'est-à-dire un côté très tomate séchée. Mais en même temps avec une petite pointe saline et je dirais même plus, voire même de caramel salé, qui viendront donner beaucoup de peps à l'ensemble. Et ouais, franchement, vrai joli syrah vieilli et vrai grand Gros Hermitage de gastronomie. C'est pas donné, c'est clair, mais au regard du prestige de l'appellation, de la hype qu'a connue la vallée du Rhône ces derniers temps, ça reste cohérent en termes de tarifs. Allez, on part ensuite plus au sud, et notamment dans le Languedoc, au château de Caraguil, avec la cuvée Les Gourgoules 2022, qui est un vin d'appellation Corbière, et c'est une cuvée que j'affectionne tout particulièrement, puisque je trouve que c'est l'un des tout meilleurs rapports prix-plaisir en bio pour cette région. Je vous l'avais déjà présenté sur le millésime 2020, si je me souviens bien. Là, on revient sur un millésime 2022 où, année caniculaire oblige, là encore, il y a des watts. Un nez ultra gourmand de framboise bien mûre, et pour rien vous cacher, ça m'a un peu rappelé, vous savez, la paille de lu. Paille de lu framboise, évidemment. Hein. Mais en même temps, avec un côté chocolat, fumé lardé, garrigue et beaucoup d'épices. La bouche est dense, pleine, avec beaucoup de richesse, et là encore, on retrouvera ce côté épice douce. Cependant, les tanins ne sont pas trop raides, il y a beaucoup de rondeur, et ils sont déjà bien intégrés. Nonobstant, c'est quand même un vin puissant, donc je ne peux que vous enjoindre à le déguster autour de 16 degrés. Alors, en apéritif, ça peut se tenter, parce que ça garde quand même du velours, mais j'aurais quand même plutôt tendance à vous conseiller de le faire autour d'une soirée tapas. Et j'ai aussi pris 60 petites bouteilles de leur grande cuvée, qui est leur cuvée Solus, qui est un Corbière Boutenac, c'est-à-dire que donc il y a l'appellation Corbière, et vous avez au sein de cette appellation le cru Corbière Boutenac, qui est aussi une appellation et qui représente, on va dire, les secteurs un peu plus de Corbière. Et alors ce vin, attention, au début, il peut avoir l'air un peu séducteur facile, et en fait, ça se révèle être un vrai beau vin. Avec un bouquet sapide et savoureux, dominé par des notes de yaourt à la fraise, de fumée lardée, de poivre noir, de peau de raisin noir, et là encore ce côté épice douce, mais plus. En bouche, j'ai adoré ce côté velours et plénitude, avec un toucher de bouche satiné et d'une belle sucrosité. C'est concentré mais pas écœurant, chaleureux et gourmand, et ça alliera en même temps ce côté accessible et profond. Bref, je me répète un peu, mais c'est vrai que si au début, il peut donner ce sentiment d'être un vin facile, dans la réalité, je trouve que c'est un juste équilibre entre velours, sucrosité, acidité et matière juteuse, et il a vraiment ce côté vin de réconfort d'automne, et ouais, une vraie belle cuvée. Toujours en parlant de vrai beau vin, le Grasse et la Vie de la famille de Boel France, avec le millésime 2022, qui est une IJP Méditerranée. Alors, vous êtes sur internet, le Grasse et la Vie, ça devrait vous parler, mais sachez que si elle s'appelle ainsi, c'est parce que dans cette cuvée, il y a notamment 35% d'un cépage qui s'appelle le
Caladoc. Mais derrière ce jeu de mots bien senti se trouve surtout l'une de mes cuvées d'apéritifs favorites de la vallée du Rhône Sud, Languedoc, Méditerranée. On va dire que c'est un mix entre les deux. Au nez, on sent ce corps de fruits rouges, et notamment avec la grenadine plus, mais c'est accompagné de beaucoup de minéralité et de fraîcheur. Et c'est ça que j'adore avec cette cuvée, c'est ce mélange de fruits rouges et ce côté crayeux, pierre à fusil, minéralité, appelez-le comme vous voulez, mais beaucoup de fraîcheur. Et on l'a au niveau du nez, mais surtout on l'a au niveau de la bouche. Et c'est ça que je trouve génial, parce qu'on s'attend à avoir un truc très sudiste, très sucrosité, très concentration. Et en fait, non, c'est beau, c'est fruité, mais ça garde de la fraîcheur. C'est pur, c'est goulayant, c'est d'une superbe buvabilité, mais en même temps, ça c'est un endroit, et cette fraîcheur et ce côté aérien, et c'est un vin vraiment très digeste, avec une finale tendue qui vous emmènera sur des notes de poivre blanc et légèrement épicé. Bref, vous l'avez compris, c'est un vin que j'aime beaucoup, et ce millésime 2022, je trouve, ne tombe pas trop dans cet écueil justement du millésime trop caniculaire, c'est une superbe vin d'équilibre. Enfin, last but not least, on part à Bourgueil, donc dans la Loire, au domaine de la Noiret, avec leur cuvée Grand Monde 2021, et vrai gros coup de cœur de salon. Alors, le domaine de la Noiret, j'ai connu via Guillaume Delanoué. Si vous ne connaissez pas Guillaume Delanoué, ça fait partie de ces ingénieurs agronomes qui sont assez présents sur Twitter et qui sont vraiment des mecs mais passionnants à suivre. D'ailleurs, je ne peux que vous enjoindre à aller suivre son compte. Et ça risque de vous surprendre, attention de ne pas tomber de votre chaise, c'est un ingénieur agronome viticole qui est issu d'une famille de vignerons. Je vous avais dit, gros cliffhanger. Et sa famille possède notamment le domaine de la Noiret, et si lui, il n'est pas forcément à temps complet sur la propriété, je te laisserai me corriger dans les commentaires si je dis une connerie, Guillaume. Il aide beaucoup son frère et sa famille, notamment sur la partie technique, et j'ai trouvé que la gamme de vins était non seulement très jolie, très cohérente, et en termes de rapport prix-plaisir, on peut difficilement faire mieux dans le secteur. Mais alors, sa cuvée Grand Monde 2021, je l'ai goûté sur Wine Paris, et j'ai été franchement bluffé. Les vignes sont issues de l'appellation Bourgueil et proviennent des meilleurs terroirs du secteur dit de Grandmont. Et les raisins sont récoltés à maturité optimale avant de fermenter dans des cuves inox tronconiques avec un système de pigeage intégré afin de réaliser les extractions les plus douces possibles. Le résultat, c'est un bouquet mais satiné de fruits noirs, de mocha, d'amers finement chocolatés, de végétal noble et même d'une pointe, je trouve, un peu de sirop de cerise noire. Au palais, je trouve que c'est tout en équilibre entre une acidité pure, des tanins ronds, ainsi qu'une matière soyeuse. Et bon, si vous me suivez, vous le savez, je suis pas forcément le plus grand enthousiaste des vins rouges de Loire, mais justement, je trouve qu'on évite de tomber dans cet écueil du vin parfois un peu trop astringent et dur. Au contraire, c'est digeste, c'est satiné, et la finale, finement saline et minérale, est un petit bonbon. Et quand on sait à quel point le millésime 2021 a été une immense galère, je suis franchement impressionné qu'ils aient réussi à sortir ce genre de vin. Et à titre personnel, je trouve en termes de dégustation que à l'instant T c'est dans une très jolie phase, mais que ça pourra encore gagner un peu à vieillir. Et ouais, franchement, assez impressionné. Voilà, je crois qu'on a fait le tour au niveau des nouveautés, si je dis pas de bêtises. Enfin, le Loïc Geoffrey du futur et son magnifique pull Umbro des années 2000 reprennent le mic pour vous rappeler que tout aussi bon que soit le vin, il contient de l'alcool. Or, l'alcool est dangereux pour la santé et doit donc être consommé avec la plus grande démodération. Buvez moins, mais buvez mieux. Et pour boire mieux, une seule adresse, vinstage.com. À bientôt!